Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur CNews et sur Europe 1 pour le grand rendez-vous. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche, vous êtes le président de Reconquête, c'est votre première interview depuis cette rentrée politique à la télévision et la radio et depuis donc la nomination de Michel Barnier à Matignon. Lors de votre rentrée politique à vous, vous avez déclaré que la politique était devenue l'ennemi du peuple. Nous allons donc voir avec vous ce qui vous conduit à dire cela. Nous évoquerons également bien sûr les questions d'actualité, la formation du nouveau gouvernement, l'appel à la dissolution de ce gouvernement le plus rapidement possible par le Rassemblement national, l'insécurité toujours, le contrôle aux frontières établi en Allemagne ou encore la fin de la parenthèse des JO hier avec cette marche sur les Champs-Élysées à Paris. Pour vous interroger avec moi ce matin, Stéphane Dupont des Échos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Michel Barnier doit donc donner dans les prochains jours à Éric Zemmour la composition de son gouvernement. Le casting final du Premier ministre est donc un homme soutenu par la Macronie et toléré par le RN. Est-ce que ça veut dire que l'union des droites s'est faite sans vous ? Oula, vous faites un raccourci bien en accéléré. Vous savez, on parlera de tout ça et je vous dirais qu'en fait, tout cela, c'est le grand retour de la 4e République. On est loin de l'union des droites. Si vous me laissez un peu de temps, je vous expliquerai volontiers ce que j'en pense. Vous avez évoqué ma rentrée, mon discours devant l'Union des droites, vous voyez, lapsus intéressant, devant Reconquête, et vous avez dit que j'avais déclaré que la politique était l'ennemi du peuple. En fait, qu'est-ce que j'ai voulu dire par là ? J'ai passé mon été, comme vous tous, à admirer les champions des Jeux Olympiques, à admirer les victoires françaises, et surtout à observer l'état joyeux de la population, l'état joyeux de la France. Et je me suis dit que ce n'est pas seulement parce que Léon Marchand a gagné 4 médailles d'or, c'est aussi parce que nous étions enfin débarrassés du marécage politique. Le marécage politique qu'on avait connu pendant des mois avant, cet ensemble, et justement je vais revenir à votre question, cet ensemble de trahisons, d'alliances, de contre-alliances, Vous en avez fait partie, M. Zemmour, de ce marécage politique pendant très longtemps, jusqu'à même une date récente. Non. Non, je vais vous répondre. Non, je ne fais pas partie de ce marécage politique, c'est justement pour sortir le pays de cela que j'ai fondé un parti politique à l'extérieur des autres partis. Je ne me suis pas rallié à un des partis politiques. Mais si vous le voulez bien, je poursuis. Donc ce marécage politique, on en était débarrassé. Dans un premier temps, et c'est d'ailleurs le sens de votre question, je me suis dit que nous vivions le retour de la 4e République. J'avais appris ça dans les livres, j'avais vu le général de Gaulle tonner contre le régime des partis, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'était le régime des partis ? C'est-à-dire des partis politiques qui ne pensent qu'à leur propre destin, qu'à leur propre croissance, qu'à leur propre sort, sans se soucier de l'intérêt du pays. On l'a vu là pendant des mois. Vous avez vu la Macronie, par exemple, qui diabolisait LFI, puis ensuite qui s'alliait avec eux. Vous avez vu le Rassemblement national, Là, vous parlez du Front républicain. Absolument. Vous avez vu également le Rassemblement national qui a des attitudes qui changent de semaine en semaine. Ils ont voté pour des LFI au bureau de l'Assemblée. Ils ont dit qu'ils ne soutiendraient pas le gouvernement, puis ils ont dit qu'ils ne voteraient pas de motion de censure contre M. Barnier. Et désormais, ils disent le contraire, ils attendent la dissolution du gouvernement. Enfin, vous voyez, il n'y a pas que le Rassemblement national. D'abord, les LR qui disent que jamais ils ne viendront avec un gouvernement macronien et qui finalement se précipitent derrière M. Barnier. Le Parti socialiste qui fait campagne contre un des leurs pour devenir Premier ministre. Mais est-ce que tout ça, c'est pas parce que le temps presse, qu'il y a un budget adopté, qu'il y a une politique à faire, que les Français, pardonnez-moi, que les Français sont exsangues de voir effectivement ce paysage, vous faites le même constat et qu'il faut bien arriver à une solution. Je ne dis pas que c'est la bonne, mais est-ce que c'est pas aussi le constat il faut avancer ? Si vous voulez, ils n'avancent pas puisque justement, ils se perdent dans des manœuvres, des contre-manœuvres, etc. Donc moi, je ne vois pas où ça avance. Ce que je veux dire, c'est que je continue mon analyse, si vous me permettez. Je me suis rendu compte qu'on allait au-delà, en vérité,
du retour de la 4e République. Ce n'était pas simplement un back to the future. Car il y avait ce qu'il n'y avait pas à l'époque, parce qu'à l'époque, la haute administration travaillait pour l'intérêt général, le niveau scolaire était excellent, les juges appliquaient la loi et ne voulaient pas la faire. Vous voyez, il y avait des différences majeures. Aujourd'hui, nous avons et nous recevons le fruit pourri du slogan 68 Art, tout est politique. Et si tout est politique, je sais que Mathieu Bock-Côté a aussi réfléchi à ce sujet. Si tout est politique, il n'y a plus de vie privée, il n'y a plus de liberté individuelle. Si tout est politique, ça veut dire que la famille est politique, le sexe est politique, la justice est politique, l'école est politique, tout est politisé, tout est pourri par la politique, tout est idéologisé, et on rentre dans une logique totalitaire qui est absolument destructrice. Mais est-ce que on a du mal à vous entendre dire que tout est pourri avec la politique? Vous avez fait de la politique pendant très longtemps. Et est-ce que vous diriez ça aujourd'hui si vous aviez fait plus que 0,6 ou 0,7% aux législatives? Je suis sûr que ça n'a rien à voir. Vous savez, j'ai écrit il y a 10 ans, je n'étais pas candidat à quoi que ce soit. Dans le suicide français, j'ai déjà écrit ce que je viens de vous dire. Vous confondez, cher monsieur, mais c'est logique parce que tout est parce que tout est politique. Non, tout est. Les mots ne veulent plus rien dire. Vous confondez la politique avec le pouvoir, avec ce que les anciens appelaient le politique, et qui est la capacité à prendre des décisions, même impopulaires, pour la survie du groupe. Ce qu'il faisait dire à Napoléon, la politique, c'est le destin. Mais ça, justement, ça a disparu au fur et à mesure que la politique se répandait partout et entraînait une logique totalitaire. Avec Magouille et compagnie aujourd'hui. Et Magouille et compagnie, et pas seulement, si je peux me permettre, c'est ça que j'ai essayé d'expliquer, et idéologie à tous les étages, partout. Mais est-ce qu'il n'y a pas, de ce point de vue, une certaine confusion là, dans votre entretien d'entrée dans Causeur? Vous dites la politique est devenue l'ennemi du peuple. Alors, vous lisant, il y a deux significations. D'un côté, il y a une critique d'une classe politique déconnectée, désaxée. De l'autre côté, il y a une critique, effectivement, de la politisation de toute chose. Donc, je traduis votre propos, vous me dites si je le comprends bien. En fait, ce que vous critiquez, c'est l'étatisation. L'État est devenu... au-delà de la politique, c'est un peu une confusion, l'étatisation de toute chose et l'ennemi du peuple. C'est pas l'étatisation, parce que vous voyez bien que même l'État est débordé. Même l'État se soumet à cette politisation. C'est bien le drame de notre pays depuis 40 ans. Donc les associations... alors Comment? Vous diriez l'idéologisation alors? L'idéologisation, ce que j'appelle la politisation au sens large. Les exemples sont assez simples quand vous avez des associations. En fait, la solution, qu'est-ce que c'est? Oui. Vous allez voir, on va comprendre. Ce que j'allais vous demander. Dépolitisation. Donc c'est la désidéologisation et la débureaucratisation. Et comment on fait? En fait, c'est les trois. Comment on fait? Je vous donne des exemples simples. À l'école, on interdit aux associations politisées d'entrer dans l'école. On supprime... Qu'est-ce que vous appelez une association politisée? SOS Méditerranée, SOS Racisme, les associations de défense LGBT, tous ces gens qui sont évidemment qui font de la politique et qui n'ont rien à voir dans l'école. Pareil pour la justice. On doit envisager, je pense, l'interdiction du syndicat, du syndicalisme dans la justice, qui existait avant 68 d'ailleurs. Vous voulez interdire le syndicat de la magistrature? Par exemple. Et pas l'USM? Non, si on interdit le syndicat, on interdit tous les syndicats. Ouais, dans tous les sujets, dans la culture, dans l'humour. Je veux dire, il faut dépolitiser et désidéologiser. Vous voyez, je pense que c'est un ensemble. L'exemple est bon. D'un côté, vous dites interdire les syndicats dans la magistrature. Très bien. Pour l'humour, c'est un peu plus compliqué. Il n'y a pas grand-chose à interdire. Donc, est-ce que la réponse de ce point de vue, ce n'est pas, pour être dans votre logique, une forme de définancement aussi des activités culturelles? Évidemment. La seule manière, si je comprends votre raisonnement, si on coupe le financement, alors que les gens réussissent à faire leur humour de gauche, de droite, de centre, mais avec l'appui des gens et pas la... Vous avez tout à fait raison. J'avais proposé pendant la présidentielle la suppression du ministère de la Culture et la transformation en ce qu'il était auparavant, c'est-à-dire un ministère des Beaux-Arts. Parce que je pense qu'effectivement, le financement permanent de tous ces canaux a été complètement dévoyé par l'idéologie de gauche qui s'est approprié tous ces canaux de financement pour imposer son idéologie. Et donc, après la culture, après l'école, après la justice, ça veut dire que vous allez avoir des fonctionnaires qui appliquent un programme commun pour l'école de la République, une justice commune. Est-ce que ces personnes-là, ces fonctionnaires, ne vont pas finalement dire « vous nous empêchez de penser » ? Ah, c'est intéressant ce que vous dites, parce que je tiens à vous dire que je ne tiens pas du tout à remplacer une idéologie de gauche par une autre idéologie. Si je supprime la loi Pleven, je ne veux pas une loi Zemmour qui interdise les propos de gauche. Vous voyez, je ne veux pas imposer ma vision de l'histoire à l'école. Non, je veux libérer les Français
de la politisation et de l'idéologie. C'est ça, je ne veux pas du tout imposer ma forme de pensée. Et sur une échelle de 1 à 10, la possibilité de faire ça, elle est où ? Vous savez, si vous avez c'est bien ce que je reproche aux politiques, et on va parler, j'imagine, de Michel Barnier et des autres. C'est bien ce que je leur reproche, et depuis, pas avant même que j'ai Reconquête et que je sois candidate. Je vous dis, ça fait presque une décennie que je dis la même chose. Ce que je leur reproche, c'est d'avoir cédé à cela. C'est-à-dire, au fur et à mesure que la politique se répandait partout, le pouvoir disparaissait. Mais vous êtes lucide, Éric Zemmour. Mais de ce point de vue, vous êtes lucide, comment est-ce que ça peut arriver ? On peut appeler ça... Je vois ce que vous voulez dire. On peut appeler ça du libéralisme. Le libéralisme comme instrument de dépolitisation. Exactement. On peut appeler ça comme ça. Donc Éric Zemmour est le candidat aujourd'hui le plus libéral dans la vie politique française. Ah, sur ce plan-là, oui. Pas surtout. Non, je pose la question. Oui. Non, mais vu comme ça, vous savez bien que aujourd'hui le mot libéralisme, ça a 10 000 sens. Non, libéralisme au sens d'anti-étatisme. Mais au sens d'anti-étatisme, d'anti-politisation, oui, vous avez raison. Au sens, par exemple, d'anti-fiscalisation, c'est aussi pareil. C'est la politique et l'idéologie qui ont fait de la France le pays le plus imposé de tous les pays riches, et qui fait qu'aujourd'hui, quand vous avez un certain revenu, avec la surtaxe, vous avez une imposition de l'impôt sur le revenu à 49%. Alors, c'est quasiment confiscatoire. On va continuer sur ces sujets, Éric Zemmour, juste après une première pause dans le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. À tout de suite. Éric Zemmour, le président de Reconquête, est notre invité en ce grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos du dimanche. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que Michel Barnier, qui est donc un homme soutenu par la Macronie et toléré par le RN, a le tampon d'Éric Zemmour ? Écoutez, d'abord, je suis très étonné de l'arrivée de LR comme ça au pouvoir, alors qu'ils ont eu 5%. Vous n'êtes pas le seul. Vous moquez mes 1%, mais avec 5%. Et ce qui prouve bien d'ailleurs que je moquais pas, je le retour de la 4ème République, c'est le retour des partis charnières. Vous savez, c'est pour ceux qui connaissent, c'était l'UDSR de François Mitterrand qui faisait et défaisait les majorités avec un tout petit pourcentage de voix en réalité. Ben là, c'est un peu la même chose. Pour le RN, c'est un peu différent, c'est-à-dire que c'est le soutien sans participation. Autre formule classique de la 4ème République, c'est-à-dire qu'ils soutiennent, mais ils ne participent pas. Deuxième, mais en même temps, vous savez, la vérité, c'est que le vote du budget va être décisif. Qui vote contre ? Qui vote pour ? Qui s'abstient ? Ceux qui votent pour et qui s'abstiennent sont dans le cadre, seront comptables des résultats de Michel Barnier. Maintenant, vous m'interrogez sur Michel Barnier personnellement. Je le connais... Seront comptables de la coexistence exigeante. En tout cas, seront comptables des résultats de Michel Barnier et du gouvernement. Bon. Oui, sur les LR aussi, est-ce qu'ils ont eu raison parce que vous le soulignez, pendant des semaines, ils nous ont expliqué qu'ils ne voulaient pas être au gouvernement, qu'ils ne voulaient pas être dans la majorité. Aujourd'hui, ils se bousculent pour y aller. Vous soulignez les contradictions de LR. Monsieur Wauquiez, manifestement, s'est vu contraint de changer d'avis. Je ne sais pas pour quelle raison. Selon vous, c'est pour quelle raison ? Je ne sais pas. Peut-être il a été convaincu, je dirais, pour être gentil, par Nicolas Sarkozy, qui plaide pour cela depuis 2 ans. Peut-être a-t-il compris que de toute façon sa base voulait aller au gouvernement. Vous savez, moi je me souviens m'être amusé pendant la primaire de LR, puisque j'étais à l'époque candidat et leur rival, d'avoir dit que les 3 candidats Barnier, Pécresse et Bertrand, en fait, ne faisaient pas campagne pour être président, mais pour être Premier ministre de Macron. Vous voyez, 2 ans après, tout cela se réalise. Ils ont failli être tous Premier ministre de Macron. Mais néanmoins, on est arrivé à la concrétisation de la coalition entre la Macronie et LR. Très bien. Au centre droit, nous avons maintenant un bloc qui est LR et Macron. Bon, c'était la logique politique depuis des années. Bon, maintenant que c'est fait, est-ce que vous approuvez, est-ce que vous adoubez, et quel est le conseil numéro 1 que vous donneriez à Michel Barnier ? Alors, le conseil numéro 1 que je ne me permettrai pas de donner un conseil. Je vous le demande. Mais il fait bien ce qu'il veut. Moi, vous savez, je connais bien Michel Barnier. Je le connais depuis même plus de 30 ans. Je l'ai vu à l'œuvre. Il dit, c'est un gaulliste. Moi, je me souviens de... vous savez, je l'ai vu au sein du RPR, très isolé pour son fédéralisme européen, très, très critiqué par les gaullistes qui étaient là au RPR. Bon. Après, on dit c'est un homme de droite. C'est un centriste. D'ailleurs, son meilleur ami, c'est Jean-Pierre Raffarin. C'est un homme de centre droit. Comment ? C'est un centriste mou ? Écoutez, on verra bien. En général, les centristes sont mous. Vous savez ce que moi, ce que j'attends, vous me dites, est-ce que vous demandez un conseil ?
Je lui conseillerais, par exemple, d'appliquer ce qu'il disait pendant la primaire, c'est-à-dire qu'il fallait un moratoire sur l'immigration pour tout remettre à plat, et qu'il fallait que la loi nationale fût supérieure à la loi européenne. Oui. Je lui conseillerais aussi de ne surtout pas augmenter les impôts. Oui. Parce que nous sommes déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, le pays le plus fiscalisé. Dernière chose, je lui demanderais d'appliquer la mise en œuvre des classes de niveau, c'est-à-dire la fin du collège unique, qu'avait promise inconsidérément M. Attal, et promesse qu'a liquidé en quelques semaines l'alliance entre Mme Belloubet et les syndicats de l'école. Vous voyez, autre exemple sur les impôts, Stéphane Dupont. Généralisée. Justement, Éric Zemmour, là, sur les impôts, une des premières déclarations de Michel Barnier, c'était dire qu'il était favorable à plus de justice fiscale. Donc on a tous compris qu'il voulait augmenter les impôts, certains impôts. C'est déjà une trahison parce que la ligne de LR jusqu'à présent, c'était pas d'augmentation d'impôts. J'ai entendu comme vous et j'ai compris comme vous. Et ça m'a inquiété comme vous. Moi, je pense aujourd'hui qu'il ne faut pas augmenter d'impôts, il faut augmenter aucun impôt, il faut continuer à les baisser. D'ailleurs, M. Macron lui-même a tout fait pour ne pas augmenter les impôts, et même il en a baissé certains. Pas assez à mon goût, par exemple les impôts de production, mais il en a baissé. Le problème de M. Macron, c'est que parallèlement à cela, il n'a pas réduit les dépenses. Donc évidemment, il a aggravé les déficits. Un enfant de 8 ans comprendrait ça. Donc il faut continuer de baisser les impôts, car nous sommes le pays le plus imposé d'Europe, d'Occident. Nous sommes avec un niveau de prélèvement obligatoire de 47 ou 48%, c'est colossal. L'Allemagne est à 42%. Nous sommes le pays vraiment où il y a le plus d'impôts. Les entreprises sont surimposées. Donc dans la compétition économique mondiale, c'est évident qu'elles sont Mais où est-ce qu'on trouve de l'argent ? Est-ce qu'on trouve de l'argent, par exemple, en luttant contre l'immigration, comme le dit le RN ? Mais ça, c'est évident. Oui, mais comment ? Je le dis depuis 20 ans. Tout simplement, moi, je propose... C'est d'ailleurs ce que propose le RN désormais, de supprimer toutes les allocations sociales de solidarité aux étrangers. C'est le vrai sens de la préférence nationale qu'a complètement oublié le Rassemblement national aujourd'hui. Moi, je propose aussi, si vous voulez, il y a au-delà de l'immigration. L'immigration nous coûte beaucoup parce que nous avons des gens qui consomment énormément de services publics. Je ne sais pas ce que montrent les études, mais... Les études, cher monsieur, je connais ces études. Et à chaque fois, c'est la même chose. Ils voient uniquement le côté purement économique entre les gens qui travaillent et ce qu'ils rapportent et ce qu'ils coûtent. Sauf qu'ils ne tiennent pas en compte, que les étrangers sont ceux qui travaillent le moins. 40% des Algériens sont inactifs. 2, que les étrangers sont ceux qui consomment le plus et qui ne sont pas mis dans ces études. L'école, les services sociaux, les hôpitaux, les allocations de solidarité, les prisons, la police, etc., etc. Vous voyez, tout ça, c'est pas pris en compte dans ces études. On ne peut pas avoir de statistiques ethniques, c'est pour ça. Non, pas seulement. C'est parce qu'ils ne veulent pas les prendre en compte. Parce que ceux qui les prennent en compte montrent bien qu'en fait, ça nous coûte énormément. Donc, mais il n'y a pas que l'immigration, pardonnez-moi. Mais justement, je me permets de revenir. Est-ce qu'il y a un discours ambiant qui nous dit depuis des années la France serait un pays ultra-libéral, très libéral, néolibéral. À vous entendre, j'ai plutôt l'impression que la France serait un pays socialiste sans le savoir. Et vous savez, la blague, dans les années 80, la France est le pays communiste, le seul pays communiste qui a réussi. On n'est pas loin de la vérité, de pire en pire. Vous savez, Jacques Chirac m'avait raconté une anecdote, je vais très vite. On est en 68, le général de Gaulle va assister aux Jeux Olympiques de Grenoble. Il y avait toujours un ministre qui accompagnait le général de Gaulle. En l'occurrence, c'est Jacques Chirac, jeune secrétaire d'État au budget. Qui l'emmène à la gare, et juste à ce moment-là, au moment de partir, le général de Gaulle lui dit « Dites-moi Chirac, à combien sommes-nous de prélèvements obligatoires ?» L'autre blêmit, Chirac lui-même qui me raconte, et il lui dit « Mon général, 33%. 33%. On est à 47 aujourd'hui. » Et de Gaulle lui dit « C'est très bien qu'on en reste là. » Donc c'est pour vous dire... mais vous noterez nous sommes le pays... Pardonnez-moi Mathieu. Nous sommes le pays qui a 85 fonctionnaires pour 1000 habitants. En Allemagne, c'est 56 fonctionnaires pour 1000 habitants. Donc vous voyez, il y a de la marge, nous devons désadministrer, nous devons débureaucratiser, nous devons... Comment ? Où est-ce qu'il faut faire des économies ? Des économies... En dehors de l'immigration. Mais bien sûr, bien sûr. Si vous voulez, il y a beaucoup dans l'administration de ministères où il y a des surcoûts,
Vraiment, nous sommes en sureffectif. J'ai lu un excellent article de M. Delarosière, qui était un haut dignitaire de... Gouverneur de la Banque de France. Voilà, la Banque de France, qui dit qu'il propose des suppressions d'emplois dans la fonction publique, des non-renouvellements plutôt, comme avait tenté de le faire Nicolas Sarkozy, vous savez, après lors de la retraite. Un emploi sur 2 de retraités qui n'est pas rempli. Ça serait très bien. On pourrait aussi s'en prendre au millefeuille administratif, local, administratif, entre les régions, mais on le fait jamais. Et on ne le fait jamais. On pourrait aussi supprimer toutes les allocations pour les associations politisées. 11 milliards d'euros, j'avais fait le calcul pendant la campagne présidentielle. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'économies. Mais vous noterez, cela dit, la France est effectivement plus avancée dans ce processus de bureaucratisation, mais toutes les sociétés occidentales sont frappées par ça. L'Allemagne, les États-Unis le sont aussi, le Canada, la Grande-Bretagne. Donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là-dedans, une espèce de processus presque plus fort que tout, qui pousse nos sociétés à toujours s'étatiser davantage, se bureaucratiser davantage, se fiscaliser davantage? Vous vous souvenez, cher Mathieu Bock-Côté, puisque vous êtes un spécialiste de Raymond Aron, que quand j'étais jeune, Raymond Aron disait que les sociétés capitalistes et communistes se rapprochaient par la bureaucratisation. C'est évident qu'il y a un phénomène comme ça historique. Il n'empêche que les Allemands sont à 42% de prélèvements obligatoires et je crois que les Américains sont à 35 ou 36%. Ils sont avancés sur le même chemin, mais ils sont sur le même chemin. Oui, mais on peut rebrousser chemin. Je pense que nous devons rebrousser chemin dans cette bureaucratisation, dans cette fiscalisation, dans cette surétatisation. Diriez-vous que la France a besoin de son moment thatchérien? En tout cas, je pense pas de la même façon, mais incontestablement, je pense que la France, oui, a besoin d'un moment qui soit de libération. De libération et de réduction de la place de l'État, de la fonction publique, du social. Vous savez que nous dépensons 840 milliards d'euros pour les dépenses sociales. C'est le record du monde. Une nouvelle pause dans le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. On revient dans un instant avec Éric Zemmour. Éric Zemmour, le président de Reconquête, est l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews avec les Échos ce dimanche. Un sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD montre, Éric Zemmour, que 77% des Français sont favorables au rétablissement des contrôles aux frontières, ce que justement l'Allemagne a mis en place. Écoutez, c'est le bon sens. Évidemment qu'il faut rétablir les contrôles aux frontières, qu'il faut rétablir les frontières, qu'il faut arrêter avec cette chimère. Justement, on en revient à ma politisation là aussi, avec une idéologie sans frontiériste qui nie toute réalité des pays, de l'immigration et des conséquences de cette immigration. Donc c'est une évidence. Maintenant, vous me dites l'Allemagne. C'est très important la décision de l'Allemagne, je vais vous dire pourquoi. Non pas que l'Allemagne soit la première à avoir rétabli des contrôles aux frontières. Dans le cadre de Schengen, c'est prévu pour 6 mois. On connaît tout ça. Voilà. La France l'a fait régulièrement depuis 2015 à la frontière italienne. C'est pas ça l'important, selon moi. L'important pour moi, c'est 2 choses. La première, c'est que l'Allemagne est l'Allemagne. Derrière cette tautologie, je veux dire par là que c'est 1, le pays le plus puissant d'Europe, et 2, c'est le pays qui obstinément bloquait toute volonté des nombreux pays d'Europe qui veulent en finir avec ce système immigrationniste porté par la Commission depuis 30 ans. Et troisièmement, et je crois que c'est le plus important, je ne sais pas si vous avez fait attention à l'argumentation des Allemands pour justifier leur contrôle aux frontières. Ils disent « Nous ferons ces contrôles aux frontières, nous rétablirons ces contrôles aux frontières tant que l'Europe n'aura pas la maîtrise de ses frontières extérieures. » Cette phrase est importante, je vais vous dire pourquoi. Il y a quelque temps, 1 ou 2 ans, pas plus, la Cour de justice de l'Union européenne a condamné la France parce qu'elle repoussait les migrants à la frontière. Donc ça veut dire que l'Europe ne contrôlera jamais ses frontières extérieures. Tant que cette jurisprudence s'appliquera et tant que les institutions européennes feront tout pour qu'il y ait de plus en plus d'immigrés. Donc ça veut dire que l'Allemagne a rétabli les frontières, simplement ses frontières nationales, sans sortir. Ouais, de manière temporaire. Hein, oui, mais c'est un temporaire qui va durer, je vous parie. Oui. Justement, puisque c'est un temporaire qui va durer, puisque l'Europe ne contrôlera jamais ses frontières extérieures. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc c'est un temporaire qui va durer. Ça veut dire
que Schengen, en vérité, est mort. Et ça veut dire que l'Allemagne peut faire tout ça sans sortir de l'Union européenne, évidemment, contrairement à ce qu'on me disait pendant la présidentielle et qu'on dit tout le temps dès qu'on parle de contrôle aux frontières. Vous êtes pour la suppression de Schengen, on a compris. Non, je vais vous dire, on peut très bien garder le Schengen d'origine. C'est-à-dire, au départ, en 85, c'était 5 pays. Oui. Et ça ne concernait, vous savez, l'Allemagne, la France et le Benelux. Oui. Et ça ne concernait, surtout c'est le plus important, ça ne concernait que les citoyens européens. Ça ne concernait pas les étrangers. Là, aujourd'hui, un Algérien qui vient, la France lui refuse son visa. Très bien. Il demande à l'Espagne l'accepte. Ben, il passe les Pyrénées, il n'y a plus de Pyrénées, c'est Louis XIV, cet homme. Et il passe en France. Donc, c'est ça que je veux supprimer avant tout. Ce qu'on appelle les visas Schengen. Mais et l'idée de la double frontière. Je sais bien, mais moi ça me va ce que fait l'Allemagne. Ça veut dire rétablir les Français. L'Alsacien qui va vouloir aller, qui travaille tous les jours en Allemagne, il va être obligé de passer cher monsieur, la frontière pour aller travailler. Vous avez raison. D'abord, ils vont sûrement prévoir des procédures pour les gens qui vont travailler même pas de la circulation des marchandises. Et en plus, je vais vous dire quelque chose par rapport à notre jeunesse. Moi, j'ai un souvenir, évidemment. Enjolivé par la nostalgie des embouteillages à la frontière espagnole quand on partait en vacances. Mais vous savez très bien que la technologie permet aujourd'hui de s'affranchir de ce genre de contraintes, puisque vous avez vu comment vous passez au péage d'autoroute, voyons. Ça, c'est pas trop solide. Mais ça va être exactement la même chose. Vous allez avoir des systèmes électroniques et on va passer comme ça entre citoyens européens. La technologie permet évidemment de faire tout ça. Et puis, tous les pays ont des frontières. Quand vous allez aux États-Unis, quand vous allez en Algérie, quand vous allez au Brésil, vous avez des frontières. Vous noterez... Et en France, l'a eu pendant 1000 ans. Mathieu Bocoté. Il y a presque 2 mouvements qui s'affrontent en Europe aujourd'hui. Par exemple, la Suède cherche aujourd'hui à remettre de l'avant les politiques de retour pour donc augmenter les fonds donnés aux immigrés pour qu'ils retournent ceux qui le souhaitent dans leur pays d'origine. Vous avez vu les Pays-Bas qui aujourd'hui nous disent nous allons sortir de la législation européenne pour l'essentiel, retourner au droit national. Mais vous avez en Italie, inversement, Matteo Salvini qui a voulu lui appliquer une politique de refoulement des immigrés qui risque d'avoir, en fait des clandestins, qui risque d'avoir 6 ans de prison pour les décisions qu'il a prises au moment où il était aux affaires. Est-ce qu'on peut dire que la question de l'immigration est celle qui divise politiquement l'Europe plus que les autres aujourd'hui? Mais évidemment. Si vous voulez, aujourd'hui, l'Europe, au sein de l'Europe, il y a un affrontement entre ceux qui veulent défendre les peuples européens, qui veulent défendre le droit à l'existence des peuples européens, à la pérennité historique et culturelle des peuples européens, qui sinon seront ensevelis par une autre civilisation arabo-musulmane et une population africaine. Et il y a ceux qui veulent continuer, pour des raisons diverses, soit idéologiques, on en revient à ma politisation, la haine de l'homme blanc occidental, soit des raisons économiques, parce qu'ils pensent qu'il faut de la main-d'œuvre, etc., etc., mais en tout cas, qui sont dans le camp de ceux qui veulent continuer comme avant. L'affrontement est terrible. D'un côté, nous avons les institutions européennes, je l'ai dit tout à l'heure. De l'autre, nous avons de plus en plus de gouvernements européens, du Sud comme du Nord, qui effectivement non seulement veulent arrêter l'immigration, mais veulent renvoyer, faire remigrer tous les immigrés qui en vérité posent problème. Ce que je proposais moi-même pendant la présidentielle et que je continue à proposer, c'est-à-dire la remigration des délinquants, des fichiers S, des chômeurs de longue durée. Vous voyez, ça fait beaucoup de monde déjà, ça. Éric Zemmour, c'est peut-être pas aussi simple que ça, parce que regardez l'Allemagne, vous les applaudissez, ils viennent de rétablir les frontières, mais dans le même temps, ils organisent de l'immigration légale parce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre. Et l'Italie, c'est pareil. Ils nous ont expliqué quand Madame... quand ils sont arrivés au pouvoir, Madame Meloni, quand elle est arrivée au pouvoir, qu'il fallait arrêter l'immigration, et après ils ont pris des mesures pour faire venir légalement d'immigration. Vous avez tout à fait raison, c'est un vrai problème. C'est antinomique. Non, c'est pas. C'est plus que. Il faut nuancer. Mais je suis d'accord, c'est un vrai problème. Je veux bien entendre Éric Zemmour là-dessus. Attendez, je vous avais raison. Je ne vous cache pas, cet été, j'ai discuté avec des agriculteurs qui m'expliquaient aussi que pour ramasser les fraises, les melons, etc., ils ne trouvent pas de travailleurs français et ils font venir des gens du Maroc pour ramasser. Donc je ne nie pas cette question. Il y a plusieurs manières de la régler. La première, c'est que on peut faire venir des gens pour 3 mois et les renvoyer immédiatement, c'est-à-dire sans regroupement familial, sans droit spécifique,
sans allocation, etc. Ce n'est pas la même chose que de laisser venir n'importe qui et de les laisser en liberté. Deuxièmement, l'Italie n'est pas dans le même cas que la France. L'Italie n'a pas de droit du sol, l'Italie n'a pas de regroupement familial. Nous avons un problème. On met toujours en avant les gens qui travaillent, la besoin de main-d'œuvre. Mais vous savez, cher monsieur, sur les 500 000 entrées légales tous les ans, depuis quelques années, depuis le gouvernement Macron, 320 000... Plutôt 300 000. Non, cher monsieur. 320 000 visas et 150 000 droits d'asile. Vous faites le calcul, ça fait 500 000, vu que les droits d'asile, qu'ils soient acceptés ou refusés, restent. Ils ne sont jamais expulsés, sauf à la marge. Donc ça vous fait 500 000. Donc sur les 500 000, vous savez combien viennent pour travailler ? 50 000. Nous avons 450 000 déjà qui ne viennent pas pour travailler. C'est le regroupement familial, c'est les étudiants, c'est l'humanitaire. J'ai vu cet été que la Cour d'appel du droit d'asile se permettait d'annoncer que toutes, vous m'entendez bien, toutes les femmes afghanes avaient le droit à l'asile en France parce qu'elles étaient persécutées dans leur pays. Vous voyez, ça fait 20 millions de personnes, c'est pas mal. Merci pour nous. Donc, si vous voulez... L'asile politique, ça ne rentre pas en compte pour vous. Parce que là, en l'occurrence... Pardon, je n'ai pas compris votre question. Non, je veux dire, les personnes qui demandent l'asile politique, pour vous, c'est un cas à part, ça rentre dans une catégorie, on le prend en compte c'est pas forcément. C'est une très bonne question. Le droit d'asile, dans la tradition européenne, c'est Victor Hugo à Guernesey ou c'est Solzhenitsyn dans le Vermont. Ce n'est pas des millions d'Afghans. Ces gens-là sont persécutés par leur propre culture, en vérité, pas par leur gouvernement. On n'est pas dans une logique du régime communiste qui persécutait Solzhenitsyn ou Kundera. En vérité, ce sont des gens qui sont dans une culture musulmane. Et donc, les homosexuels sont persécutés, donc les femmes sont enfermées, mais on le sait depuis 1000 ans, depuis le début de l'islam. Donc il n'y a pas de solution. Donc ça ne relève pas du droit d'asile. Et c'est ça la perversité. On en revient à mon début sur la politisation. Qu'est-ce qui s'est passé ? Depuis 20-30 ans, on a étendu, sans le dire aux Français, les cas de droit d'asile. Ce n'est plus Victor Hugo. Aujourd'hui, c'est tous les homosexuels des pays musulmans. D'ailleurs, ils ont tous le même baratin. Ils racontent tous la même histoire, écrits par les associations qui les défendent et défendus par des avocats qui sont rémunérés et qui en vivent grassement. Vous voyez, si vous voulez, ils racontent tous la même histoire. Ah, j'étais un homosexuel et j'étais malheureux. Ah, j'étais une femme battue. Ah, mon cousin était ceci. Donc, si vous voulez, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Permettez-moi de vous ramener sur la dimension économique un instant, parce qu'il y a le discours du patronat qu'on entend qui dit « nous avons besoin de cette main-d'œuvre ». Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'inversement, l'immigration massive est une forme de subvention déguisée au patronat pour retarder la modernisation d'entreprises, les gains de productivité, et ça fait vivre quelquefois des secteurs d'activité qui ne pourraient fonctionner qu'avec une main-d'œuvre à bas salaire. Cher Mathieu. En 30 secondes. En 30 secondes, alors c'est très simple. CGT, ça, Mathieu. Vous n'avez pas tort, mais raison gardée. Et je vous ai dit, ça ne concerne que 50 000 entrées légales. Il faut réduire ces entrées légales, mais ce n'est pas ça le gros de l'immigration légale. Donc il faut arrêter avec ça. Les Japonais s'en sortent très bien sans immigration, avec une petite immigration coréenne. Il faut miser sur la modernisation technologique. Il faut miser sur la modernisation, il faut miser... c'est pas vrai. L'économie japonaise est en plein déclin, ils n'ont pas de main-d'œuvre, ils n'arrivent plus à recruter. Moi, j'aimerais bien être en déclin comme le Japon, avec la troisième puissance du monde, avec les prisons vides, avec des entreprises exportatrices partout, avec un déficit, avec un excédent commercial. J'adorerais être dans leur déclin. Éric Zemmour est notre invité au Grand Rendez-vous. On se retrouve dans quelques petits instants. À tout de suite. Dernière partie du Grand Rendez-vous avec Éric Zemmour, le président de Reconquête. Éric Zemmour, les drames se sont enchaînés ces dernières semaines. Je prends pour exemple le drame de Valoris où la petite Camilla a été tuée par un motard de 19 ans qui reste en liberté. Les parents ne comprennent pas. Vous avez sans doute entendu l'appel de la veuve de l'adjudant Comines. C'est un peu le choc sécuritaire que vous appelez de vos voeux depuis longtemps. Sauf que là, ça vient d'une personnalité civile. Et puis, vous avez entendu, à propos de la veuve Comines, ces commentateurs qui ont dit « cette femme parle sous le coup de l'émotion,
elle parle avec la douleur d'une femme qui vient de perdre son mari. Est-ce que c'est une façon de disculper une justice qui, en fait, est coupable de ne pas rendre justice ? Vous avez tout à fait raison. J'étais très ému et très touché par les propos de Mme Comines, qui a eu le courage de dire la vérité. C'est-à-dire que c'est la France, l'État, la justice qui ont tué son mari. Vous savez, au début de l'émission, je vous disais la politisation qui s'est répandue partout, qui a pourri tout, et je parlais de la justice. Et en 2 phrases, je vais vous expliquer ce qui s'est passé depuis 50 ans. Depuis 50 ans, nous avons une gauche judiciaire qui a délégitimé la sanction et la prison, qui a estimé qu'il est interdit d'interdire, vous vous souvenez de ce fameux slogan de 68, et qui a estimé que la prison était à l'origine de la récidive. Et ils se réunissent depuis 40 ans en colloque dans lequel ils se repaissent de pseudo-statistiques qui prouvent que c'est la prison qui provoque la récidive. Vous savez que quand M. Badinter, paix à son âme, est arrivé au ministère de la Justice avec le syndicat de la magistrature, parce que tous ses conseillers étaient du syndicat de la magistrature en 1981, il a, par une loi d'amnistie, à l'époque ça se faisait, libéré, écoutez-moi bien, 40% des prisonniers de l'époque. Il y a en 2014, Mme Taubira, membre des gouvernements de M. Hollande, Garde des Sceaux, absolument, qui a fait voter une loi qui interdit, sauf exception, aux juges de mettre les condamnés en prison. Ils ont renversé la règle et l'exception. Voilà le résultat de la politisation de la justice. Donc évidemment, vous voyez, quand je vous dis qu'il faut dépolitiser, qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut dépolitiser ? Ça veut dire qu'il faut d'abord interdire le syndicat de la magistrature et puis surtout remettre l'Église... tous les syndicats, bien sûr. Remettre l'Église au milieu du village avec des peines planchées. Comme ça, les juges sont obligés de sanctionner. Ça, c'est une bonne idée. Al minimum. Et deuxièmement, supprimer les réductions de peine. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, le prisonnier, quand il va en prison, ne fait pas le tiers de la peine qu'il a de la peine qu'il a reçue, qui est elle-même, en général, même pas la moitié de la peine qu'il encourait par son délit. Éric Zemmour, est-ce que vous faites confiance au nouveau gouvernement que va former M. Barnier, avec probablement des personnalités de droite, peut-être à la justice ou à l'intérieur, pour changer ce genre de choses ? Écoute, je vais vous dire la vérité, j'ai été trop déçu. J'ai trop de mémoire pour avoir de l'espoir. Chat échaudé craint l'eau froide. Exactement. J'ai vu la droite, vous savez, elle devait passer le Karcher, elle devait rétablir l'ordre, elle devait rétablir la sécurité depuis 40 ans. Et en vérité, elle s'est soumise à la gauche depuis 40 ans. Je ne vois pas en quoi M. Barnier et les gens qui l'accompagneraient, puisque ce sont des gens de LR, sont radicalement différents de leurs prédécesseurs. D'ailleurs, M. Barnier lui-même a été de tous les gouvernements de droite depuis 40 ans. Donc leurs déclarations, leurs promesses... Mais ils nous faisaient déjà les promesses. Vous savez, j'ai connu les campagnes présidentielles, j'ai suivi les campagnes présidentielles en tant que journaliste depuis 1988. Donc j'en ai entendu des promesses de la droite. Vous avez vu le résultat, vous ? Mathieu Bocoté. Il y a la droite, il y a la gauche aussi. Et on a vu, il y a la fête de l'UMA hier. Et qu'est-ce qu'on voit à travers ça? Le choc entre 2 gauches. Une gauche incarnée par M. Ruffin, qui dénonce le racialisme qu'il prête, à tout le moins, à la gauche mélenchoniste. Et de l'autre côté, la gauche mélenchoniste qui dit M. Ruffin, dans les faits, mentalement, est déjà rendu au RN. Est-ce que cette querelle à gauche a une portée dans le jeu politique plus largement aujourd'hui? Parce que vous nous avez dit souvent que votre grand adversaire, c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est cette gauche. Est-ce que cette querelle a un effet sur le portrait plus large? Bien sûr que ça a un effet sur la vie politique nationale, puisque en plus, en France, la gauche donne le là depuis 2 siècles et qu'elle indique toujours le sens. Et c'est pour ça que je me permettrai de vous reprendre. Je ne pense pas, moi, qu'il y ait un affrontement entre 2 gauches. L'histoire de la gauche, vous savez, c'est toujours qu'elle élimine ceux qui ne suivent pas son mouvement. La gauche, disait Kundera, c'est une marche. Elle marche. Et puis si vous ne marchez plus avec eux, vous pouvez avoir été à gauche, vous n'êtes plus à gauche. J'appelle ça, moi, le syndrome Danton. C'est-à-dire Danton, qui, vous savez, le 10 août 1792, c'est lui qui organise l'émeute contre la monarchie, qui va abattre la monarchie. Et 2 ans plus tard, seulement 2 ans, il est guillotiné par Robespierre. Cet homme n'était plus de gauche. C'était Ruffin. Vous voyez, voilà, c'est ça la gauche. Donc aujourd'hui, la gauche, deuxième élément, la gauche invente toujours le peuple qui va avec son mouvement.
Sous la Révolution, on parlait, c'était le tiers-État, c'est-à-dire les bourgeois et les paysans. Au XIXe siècle, il trouve un nouveau peuple, c'est la classe ouvrière. Et aujourd'hui, c'est le peuple islamo-gauchiste. La base arabo-musulmane et... Ça fait pas 30% des voix, quand même. Attendez. Et les jeunes étudiants complètement endoctrinés, comme à Sciences Po et dans toutes les universités. Pareil. Ça fait de plus en plus de monde, cher ami. Je vais vous dire pourquoi. Ça fait pas 30%. Ça fait 15% au minimum. Et ça permet à M. Mélenchon d'être en tête des candidats de la gauche et donc de bénéficier ensuite du vote utile. Tout le calcul de Jean-Luc Mélenchon est là. Et c'est ce qui a failli se passer déjà en 2022 et ce qui se repassera en 2027 beaucoup plus efficacement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, M. Bompard l'avoue, il joue tout sur le peuple arabo-musulman qui a remplacé dans leur tête la classe ouvrière. Donc M. Ruffin, qui refuse cette évolution, c'est comme M. Valls. Il va connaître le sort de M. Valls. C'est-à-dire qu'il ne sera plus de gauche. Il va être insulté par la gauche. Ça a déjà commencé. Il va être traité de droite, voire d'extrême droite. C'est fini. Il est expulsé, M. Ruffin. Et le problème, c'est qu'il n'a plus d'espace. Et on voit, c'est pour ça que je ne crois absolument pas aux rêves, j'allais dire aux mythes de messieurs Glucksmann, Hollande et compagnie, tout ça, de réinventer... C'est fini, le SPD à la française, c'est fini? Alors je vais vous dire pourquoi c'est fini. C'est très simple. Vous savez, la politique, il y a des choses simples. Qu'est-ce que c'est que la social-démocratie dans l'histoire? C'est deux choses. La première, c'est la classe ouvrière. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Bon. La deuxième, c'est la révolution communiste qui fait tellement peur aux patrons que les sociaux-démocrates viennent dire aux patrons, bon, vous donnez un peu quand même, vous partagez davantage avec les ouvriers, et puis on ne vous fait pas la révolution communiste, on ne vous tue pas, on vous exproprie pas, etc. Ces deux conditions-là n'existent plus. Mais pourquoi ça marche en Allemagne? Pourquoi ça marche en Allemagne? Mais en Allemagne, ça ne marche pas, mon cher. Mais Olaf Scholz, c'est un SPD. Mais vous savez, Olaf Scholz, il va être obligé de faire de plus en plus une politique de droite. La social-démocratie allemande, en plus, pardonnez-moi, mais en Allemagne, il y a encore des ouvriers. Alors qu'en France, il n'y en a plus. Il n'y a plus d'industrie, donc il n'y a plus d'ouvriers. En Allemagne, il subsiste quand même une classe ouvrière parce qu'il subsiste une industrie. Disons qu'il y a plus d'industrie. Mais de toute façon, ça ne change rien à mon diagnostic global. Je pense que la social-démocratie est condamnée partout où elle est. Vous continuez de croire qu'en 2027, il y aura à gauche Jean-Luc Mélenchon qui sera le candidat de ce bloc que vous appelez islamo-gauchiste? Je continue à le croire, évidemment, puisqu'il sera en tête. Il n'aura pas 30%. Je vous dis, en mars 2027, 3 semaines, 1 mois avant le premier tour, les gens de gauche regarderont les sondages, comme ils ont fait en 2022. Ils verront que Jean-Luc Mélenchon est à 14-15, que les autres sont à 8-6. Et donc, tous les gens qui voulaient voter pour Hollande ou pour Roussel ou que sais-je encore, se reporteront sur Jean-Luc Mélenchon, qui finira à 25 et à droite, il y aura quoi? qui sera au premier tour. Et à droite, ça sera exactement la même chose. Enfin, à droite. Il y a 3 blocs maintenant. Oui. Il y a le bloc central. Le bloc central, macronien, d'où sortiront soit Attal, soit Édouard Philippe, soit Laurent Wauquiez. Tous ces gens-là sont dans le même bloc. Et ces gens-là, ça sera la même histoire, c'est-à-dire qu'ils se présenteront, je ne sais pas qui se présentera, mais les sondages décideront. Et au dernier moment, il y aura le vote utile qui choisira celui le mieux placé. Je sais bien, je l'ai connu en 2022 à mon détriment. Et vous-même, vous serez où en 2027? Moi, je serai dans le bloc national, le bloc patriotique, la droite. Il y aura Marine Le Pen et il y aura moi. Donc vous serez candidat à la présidentielle en 2027? On verra bien. Mais en tout cas, si je suis candidat, c'est comme ça que ça se passera. Pourquoi vous réussiriez mieux en 2027 qu'en 2022? Pourquoi je réussirais mieux? D'abord parce que... Marine Le Pen, pourquoi vous seriez le vote utile à l'extrême droite ou à la droite? Je ne prétends pas que je serai le vote utile. Pas du tout. Je prétends 2 choses. D'abord, Vladimir Poutine n'attaquera pas l'Ukraine 2 fois. Donc déjà... Donc c'est la faute c'est quand même ça. Non, c'est ça qui a fait basculer. C'est pas la faute A. C'est ça qui a fait basculer la présidentielle. Mais nous n'allons pas pleurer sur le lait renversé et revenir en arrière. Après, je pense que l'élection présidentielle, je ne vous donne pas un scoop, l'élection présidentielle est le cœur de la vie politique en France, que c'est à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, que les Français écoutent ce que les candidats ont à dire. Et donc, moi, je leur dirai, et à tous les électeurs, et en particulier aux électeurs du Rassemblement national, voilà ce que je dis moi, voilà ce que dit et ce que veut faire ou ne pas faire Marine Le Pen. Vous avez à choisir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec Marine Le Pen? Est-ce que vous êtes d'accord avec Laurent Wauquiez? Est-ce que vous êtes d'accord avec Attal? Est-ce que vous êtes d'accord avec Mélenchon? C'est ça la présidentielle. Au moins les gens écoutent. Ce qu'ils ne font guère dans l'entre-deux campagnes présidentielles. Merci beaucoup Éric Zemmour d'avoir été notre invité. Bonne journée, bon dimanche à tous sur nos 2 antennes.